Les variations temporelles du débit des rivières dépendent de facteurs géomorphologiques et des conditions hydroclimatiques. Cette vidéo en time-lapse montre une section de rivière d'un petit bassin en parallèle des précipitations et des débits mesurés. On voit que les variations de niveau d'eau traduisent des variations de débit qui sont fortement liées aux précipitations tombées sur le bassin versant. Dans ce qui suit, nous expliquerons les processus expliquant cette relation entre pluie et débit et nous présenterons quelques approches permettant de modéliser cette relation au cours d'un événement de crue. Avant de commencer, il est utile de présenter quelques notions sur la genèse des écoulements. Deux grandes schématisations d'écoulements de surface sont en général distinguées. Le premier est appelé ruissellement ortonien. Il est décrit pour la première fois par Orton en 1933. Ce ruissellement se produit lorsque l'intensité des précipitations est supérieure à la vitesse d'infiltration en surface. Dans ce cas, une partie de l'eau de pluie ne peut plus pénétrer dans le sol et coule gravitairement à la surface du versant. Ce type de ruissellement est en général de courte durée et cesse lorsque l'intensité de la pluie redevient inférieure à la capacité d'infiltration du sol. Ce phénomène est donc très lié à l'intensité des pluies et il dépend aussi des caractéristiques du sol en surface. De nombreux exemples de ruissellement ortonien ont été rapportés sur des sols parfois très secs, mais en présentant une croûte en surface, rendant ainsi la surface très peu perméable. La deuxième schématisation du ruissellement est souvent appelée ruissellement par aire contributive. Ce phénomène a été décrit pour la première fois à la fin des années 60 par Hewlett. Ce ruissellement se produit lorsque toute la colonne de sol est saturée. L'eau de pluie ne peut donc plus s'infiltrer, ce qui génère un écoulement en surface alimentant la rivière. Ce phénomène se produit donc principalement dans les fonds de vallée et les creux topographiques, au pied des versants, et le niveau de la nappe joue un rôle prépondérant. Le terme aire contributive variable vient du fait que les zones saturées sur lesquelles se produit ce ruissellement sont dynamiques. À mesure que la pluie tombe sur le bassin versant, les surfaces saturées dans les fonds de vallée augmentent et génèrent donc plus de ruissellement. À la différence du ruissellement ortonien, le ruissellement par aire contributive variable survient dans des climats humides, après des périodes assez longues de précipitations qui ont saturé le sol. Ce ruissellement peut donc aussi être caractérisé par de longues durées et une fois que le sol est saturé, même des pluies peu intenses peuvent contribuer au ruissellement. Dans le prolongement du ruissellement par aire contributive variable, notons que l'écoulement de subsurface peut aussi se produire et contribuer significativement à l'hydrogramme de crue. Dans les zones où l'épaisseur de la zone saturée est faible, en raison par exemple d'une couche imperméable proche, l'écoulement de subsurface peut être enclenché par effet piston, c'est-à-dire que l'eau nouvellement arrivée vient pousser dans le réseau hydrographique l'eau plus ancienne. Maintenant que ces notions de ruissellement ont été présentées, revenons à la réponse des surfaces continentales à une précipitation. Considérons une colonne de sol, correspondant à la zone non saturée. Sa limite supérieure est le niveau topographique et sa limite inférieure est le toit de la nappe. Au cours d'un événement pluvieux, une partie de la pluie va pénétrer dans le sol et une partie de la pluie va partir en écoulement de surface par ruissellement. Ce ruissellement, nous l'avons vu précédemment, est lié soit à une saturation de toute la colonne du sol, soit à une saturation temporaire du sol en surface. La proportion de ruissellement est donc fortement liée aux caractéristiques du sol et à l'intensité de la précipitation. L'eau qui pénètre dans le sol peut être stockée, partir par évapotranspiration ou descendre gravitairement dans la colonne de sol pour rejoindre l'aquifère sous-jacent. Ce flux étant appelé alors recharge. Recharge et ruissellement constituent donc la partie de la pluie qui devient l'écoulement. Ces deux parties de l'écoulement ont des chemins différents. Le ruissellement va suivre la pente topographique à des vitesses relativement importantes, alors que le flux de recharge va suivre le pendage de l'aquifère à des vitesses relativement faibles. In fine, ces deux écoulements peuvent rejoindre le même réseau hydrographique de surface, mais pas au même moment. La distance à parcourir jusqu'au réseau hydrographique est donc un facteur important des caractéristiques de la réponse du débit de la rivière à une précipitation.
Si on s'intéresse à une autre colonne de sol située dans un autre contexte, le chemin de l'écoulement en surface ou en souterrain jusqu'au réseau hydrographique est différent. Et si l'on considère un point du réseau hydrographique, l'eau passant dans la rivière à ce point à un instant T est donc un mélange d'eau tombée sur divers territoires du bassin versant à plusieurs dates et d'eau étant passée en surface ou en souterrain. Plusieurs méthodes de description de ce cheminement existent. Dans la suite, nous nous limiterons à une représentation schématique globale, c'est-à-dire sans ambition de représenter de façon spécifique le chemin depuis chaque portion du territoire. Un autre aspect qu'il est important de souligner est la prépondérance des deux types d'écoulement par rapport à l'écoulement total. S'il n'a pas plu depuis longtemps, l'essentiel de l'eau de la rivière provient de l'écoulement souterrain, car cet écoulement étant lent, même après de longues périodes sans pluie, il continue à alimenter la rivière de façon très lissée dans le temps. Dans ce cas, on peut se passer de la description des processus de ruissellement qui n'interviennent pas. Si au contraire, on est en pleine période pluvieuse, les variations de débit constatées dans la rivière sont liées au processus d'écoulement de surface, l'écoulement de base restant relativement constant au cours du temps. Après ces éléments théoriques, revenons à des questionnements plus pratiques. Considérons le débit observé au niveau d'une section de rivière. L'eau qui passe à cette section provient du bassin versant, dont l'exutoire est au niveau de la section considérée. La chronique de débit, aussi appelée hydrogramme, présente des variations assez fortes au cours du temps. Si on zoome sur un événement pluvieux, on constate que le débit augmente peu après un événement pluvieux. Avant la pluie, le débit est principalement constitué de l'écoulement souterrain, qui reste relativement stable au cours du temps. Et la variation du débit après la pluie est principalement liée à une augmentation de l'écoulement de surface. Dans ce qui suit, nous allons nous intéresser spécifiquement à l'écoulement de surface, en étudiant dans un premier temps sa quantité et dans un second temps sa répartition dans le temps. Pour comprendre ce volume et le relier notamment au volume de pluie, il est nécessaire de convertir le débit volumique en lame d'eau écoulée. Ce calcul permet d'estimer une lame d'eau cumulée d'écoulement de surface. Cette lame d'eau cumulée provient du cumul de la pluie tombée sur le bassin versant pendant l'événement. Le ratio entre ces deux cumuls permet d'estimer la quantité de pluie qui s'est effectivement transformée en écoulement rapide. Le reste, souvent majoritaire, est stocké temporairement dans le sol. Comme nous l'avons vu précédemment, si l'on veut estimer un hydrogramme à partir d'une chronique de pluie, la première étape est donc de définir quelle proportion de cette pluie va contribuer à l'écoulement de surface. Ce calcul peut se faire par des fonctions souvent empiriques appelées fonctions de production. Une chose importante à garder en tête est que la fonction de production ne permet pas de décrire l'évolution de l'écoulement de surface au cours du temps. Elle permet juste de déterminer le cumul de cet écoulement de surface et donne à chaque pas de temps la fraction de la pluie qui devient de l'écoulement de surface. On définit souvent cette chronique de pluie comme le hiétogramme de pluie nette. Une fois que la pluie nette est connue, on connaît le cumul de l'écoulement de surface et il faut maintenant déterminer sa dynamique. Prenons un exemple simple d'une pluie nette sur le bassin versant. Cette pluie nette fait 1 mm sur un pas de temps. Par définition, cette pluie nette va générer un écoulement de surface ayant le même cumul. Cependant, cet écoulement de surface va se répartir dans le temps selon une dynamique qui va dépendre du temps mis par la pluie nette à arriver à l'exutoire. Le passage entre pluie nette et écoulement de surface peut s'estimer en utilisant ce que l'on appelle une fonction de transfert. La fonction de transfert traduit le fait qu'une pluie nette homogène sur tout le bassin versant va se transformer en écoulement à l'exutoire en fonction des distances à parcourir. Un peu après que la pluie nette soit tombée sur le bassin, l'écoulement de surface à l'exutoire va augmenter. Et cette augmentation sera liée à la pluie nette tombée dans les zones les plus en aval du bassin versant, c'est-à-dire proche de l'exutoire. Puis, consécutivement, les zones qui vont alimenter en écoulement la section de rivière à l'exutoire vont être de plus en plus reculées. La forme de l'hydrogramme d'écoulement de surface est donc liée aux proportions de surface de chacune des zones contribuant à l'écoulement avec un retard spécifique lié à l'éloignement de la zone à l'exutoire. L'hydrogramme d'écoulement de surface correspond à cette pluie nette uniforme de 1 mm qui est appelée hydrogramme unitaire.
Il a plusieurs propriétés. La première propriété est que le cumul d'hydrogrammes unitaires vaut 1 mm, comme la pluie nette unitaire. La deuxième propriété est liée à l'étalement temporel, c'est-à-dire le temps total que dure l'écoulement de surface après une pluie nette sur un pas de temps. Cette propriété est bien entendu liée à la surface du bassin versant, mais aussi à sa forme et aux propriétés géomorphologiques telles que le type de sol, les pentes topographiques ou la densité du réseau hydrographique. La troisième propriété est la forme de l'hydrogramme unitaire. Cette forme est liée aussi aux propriétés géomorphologiques du bassin versant et notamment à l'organisation du réseau hydrographique. D'un point de vue numérique, l'hydrogramme unitaire peut s'interpréter comme étant la densité de probabilité des temps de transfert de la pluie nette vers l'exutoire du bassin. Si on s'intéresse à la réponse en écoulement de surface du bassin versant, à plusieurs pluies nettes successives, l'hydrogramme de crue est alors le produit de convolution des pluies nettes et de l'hydrogramme unitaire. Pour un calcul discret, ce qui est souvent le cas, on utilise simplement les valeurs intégrées de l'hydrogramme unitaire entre deux pas de temps, par exemple sous la forme d'un tableau. La théorie de l'hydrogramme unitaire repose sur trois hypothèses qu'il faut bien garder en tête. L'hypothèse 1 est que la pluie nette est uniforme sur le bassin versant et que par conséquent, la transformation de cette pluie nette en écoulement peut être abordée de façon globale sur le bassin versant. La deuxième hypothèse est que la réponse du bassin versant est linéaire. Cela veut dire que pour une pluie nette d'une durée τ, les ordonnées de l'hydrogramme unitaire sont proportionnelles à la hauteur de pluie nette. La troisième hypothèse est que la réponse du bassin versant est invariante dans le temps. Ainsi, deux pluies nettes à deux instants différents donneront la même réponse. La réponse du bassin versant à ces deux pluies sera alors la résultante des réponses de ces deux pluies. Rappelons les points importants de cette vidéo. Nous avons vu par quel processus le ruissellement est généré à la surface. Ce ruissellement peut être lié à une saturation du sol par le haut ou à une saturation par le bas. La transformation de la pluie en écoulement de surface peut se réaliser en deux étapes. Une étape de détermination de la pluie brute en pluie nette qui va contribuer à l'écoulement de surface, une étape de détermination de l'étalement dans le temps de cette pluie nette pour traduire la diversité des temps de parcours de l'eau sur la surface du bassin versant. Pour des applications pratiques de ces deux fonctions, il est nécessaire de mettre en équation ces deux types de fonctions. Cette mise en équation inclut une formalisation mathématique et une détermination des paramètres intervenant dans ces formulations mathématiques.